musique? Non, j'ai pas de musique d'intro. Il n'y a pas de vidéo d'intro? Attends, j'espère que le son fonctionne bien. Ouais, Voilà, le son il faut juste fonctionne. assurer que tu es en Allô? Ouais. Alors, je crois qu'on est arrivé en direct. Est-ce que vous pouvez déjà, pour ceux qui se connectent, nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien avec Julien? Ça serait top, parce qu'on n'a pas forcément de retour de son, de retour d'image pour savoir si vous êtes là. Donc, la première chose, c'est peut-être de nous dire en commentaire. Je sais qu'il y a un petit délai en plus entre le moment où vous parlez et le temps où les commentaires s'affichent. Ça peut mettre un petit peu de temps. Alors, Julien, on va juste voir en même temps, si tu descends un tout petit peu, normalement, tu as reçu une notification pour Oui, dire si jamais mais on est non, en direct. je ne l'ai pas. Du coup, Peut-être si, qu'elle est peut-être. arrivée. Peut-être qu'elle vient d'arriver. Voilà. Ou pas. Et effectivement, et on va voir si on a des copains sur le chat. Ok, oui, c'est bon, on est arrivé, génial. Donc, je vois qu'il y a des gens qui commentent. Réception 5 sur 5, merci Fabienne, salut Olivier, salut Guillaume, salut Maxime. Bah, bonjour à tous. Donc, peut-être ce qu'on peut faire pour commencer, c'est faire un petit tour de table. Donc, on va se présenter avec Julien, mais aussi si vous voulez vous présenter en commentaire, nous dire votre poste et puis ce que vous faites et ce que vous venez chercher dans le webinaire, ce serait top. Exactement. Chloé, c'est toi qui démarres pour ta présentation? Ok, ça marche. Pour me présenter, donc, je suis Chloé, la fondatrice de Scalia. J'ai fait une école d'ingénieur spécialisée en IA. Derrière, j'ai fait un double diplôme à la Sorbonne. Suite à ça, j'ai travaillé dans les opérations. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'entreprises qui cherchaient à se développer et à accélérer sur la partie commerciale en intégrant l'intelligence artificielle. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer Scalia. Donc, on intervient sur 3 sujets, la partie prospection, la partie CRM et la partie formation. Et aujourd'hui, on est basé dans le 9e avec Julien. Exactement. Et moi, je m'appelle juste Julien. Non, moi, je travaille avec Chloé depuis maintenant 3 ans. J'ai commencé à accompagner Chloé quand elle a lancé sa boîte brillamment, enfin une expérience précédente en parallèle de celle qu'elle a aujourd'hui. Et de façon extrêmement naturelle, comme on a un service de prospection externalisé, on s'est mis d'accord avec Chloé pour assembler tout simplement nos compétences. Et donc maintenant, moi, j'ai monté une boîte qui s'appelle BeNice avec Camille, mon associé. Et on va faire à la fois de l'audit commercial, de la formation et de la prise de rendez-vous par téléphone externalisée. Voilà. Merci Julien pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez également vous présenter en commentaire, comme ça on sait bien avec qui on est, et surtout nous dire ce que vous venez chercher dans ce webinaire. Comme ça nous permet de répondre au mieux à vos attentes. Alors la première chose qu'on va faire, c'est vous donner le fil directeur. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe aujourd'hui la prospection, quels sont les canaux qu'on utilise. Ensuite, on va voir comment est-ce que les canaux digitaux peuvent se coupler aux canaux, en tout cas le call, la partie téléphonique, quel est le gros avantage des deux et comment est-ce que ça se passe après dans le maintien et le quotidien avec les deux canaux. Effectivement, et n'hésitez pas à nous dire dans le chat aujourd'hui, qu'est-ce que vous utilisez comme canal privilégié avant de déflorer tout ce qu'on va faire. La plupart du temps, on est souvent plus à l'aise soit avec du digital, qui est plutôt la partie de Chloé, soit on est plus à l'aise avec la partie téléphone, qui est plutôt ma partie. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur… Ah, il n'y a plus de son, nous dit Mathieu. Si. Mathieu, tu nous dis si tu nous entends. Dites-nous si vous nous entendez. Et donc, en fait, dites-nous dans le chat également quel est le canal que vous préférez pour faire de la prospection. Moi, ça m'intéresse vraiment. Merci. Alors, la première chose que je vais dire, c'est déjà le canal qu'on va choisir, ça va dépendre de la cible qu'on va viser. C'est-à-dire que si jamais demain, vous avez comme cible des restaurateurs, des médecins, on va peut-être pas privilégier le mail et le LinkedIn. Et là, on va pouvoir faire d'autres canaux digitaux qui sont par exemple le WhatsApp et directement le téléphone. Donc ça, faut bien le remettre dans le contexte. Donc, la première chose, c'est bien définir qui va être votre cible. Donc, être hyper au clair sur ses ICP et ses personas. Et je pense que c'est la même chose pour toi, Julien, dans le call. Tu as besoin qu'on définisse très précisément quels sont les ICP et les personas. Et ce qui va être important de comprendre aussi, c'est quelles vont être la problématique des personnes et comment on vient les aider. Que ce soit le message qu'on va écrire au niveau du digital ou le message qu'on va dire au niveau aussi du téléphone. Donc ça, c'est la première chose, bien définir ses cibles. Une fois que vous avez bien défini vos cibles avec ces problématiques, ces enjeux, comment vous allez l'aider, ensuite, il va falloir choisir les différents canaux sur lesquels on va partir. Et là, souvent, ce qu'on recommande, c'est de faire à la fois du mail et à la fois du LinkedIn.
Pourquoi le mail et pourquoi le LinkedIn? En fait, le mail, on peut envoyer des gros volumes de mails tous les mois. Nous, ce qu'on fait, c'est que pour chaque personne qui va prospecter, on va créer en moyenne 5 adresses mail. Et 5 adresses mail, on va faire envoyer 50 mails par jour. Ce qui fait en moyenne, si on calcule bien, 250 mails par jour. Donc, c'est assez énorme comme volume. Alors que par LinkedIn, il ne faut pas oublier qu'on est capé sur LinkedIn et qu'on ne peut pas envoyer plus de 400 invitations par mois. Et donc, les 400 invitations, ça ne veut pas dire que tout le monde va nous accepter. En moyenne, on va avoir 20% des gens qui nous acceptent. Et donc, derrière, on va pouvoir envoyer des messages. Donc, on va avoir beaucoup moins de volume par LinkedIn que par email. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre les 2 canaux ensemble. Ok, du coup, moi j'ai une question parce que le thème s'appelle IA et Call. Donc, sur ta partie aujourd'hui, Chloé. Alors, même si on fait genre, je te pose la question et que j'ai déjà la réponse, je te repose quand même la question. Comment est-ce que tu fais d'abord? À quel moment l'IA intervient dans cette première partie quand tu parles de préchauffer, chercher LinkedIn, les messages et autres? Comment tu fais intervenir l'IA là-dedans? Oui, c'est une bonne question. Merci, Julien. Je t'en prie. La première chose, c'est que nous, on va identifier, grâce à l'intelligence artificielle, des signaux d'achat ou des signaux d'intérêt pour nos prospects. Donc, c'est quoi un signal d'achat ou un signal d'intérêt? C'est une personne qui va émettre de l'intérêt pour la solution. Donc, c'est des gens qui vont potentiellement regarder des webinaires, comme vous aujourd'hui. C'est des gens qui vont potentiellement suivre des groupes spécialisés. C'est des gens qui vont suivre certains concurrents, qui vont liker, commenter des posts, qui viennent de rentrer en poste, qui viennent de prendre un nouveau job. Tout ça, pour nous, c'est des signaux et des marqueurs qui sont intéressants. Et c'est là-dessus que notre IA, elle intervient et qu'elle capte ces signaux-là. Est-ce que je réponds à... Ouais, tu réponds. Alors, d'un point de vue purement, sans forcément dévoiler ta secret sauce, mais d'un point de vue purement technique, tu utilises quoi comme IA toi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a couplé pas mal d'IA. En fait, on a développé pas mal de prompts, pas mal de choses qui nous permettent de trouver les choses. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, Grok, ça va être j'ai envie de dire aujourd'hui, le meilleur pour rechercher sur LinkedIn. Il se passe un peu des règles de problématiques, de scraper les profils, etc. Donc, Grok, aujourd'hui, pour trouver des signaux sur LinkedIn, il est assez fort. Après, derrière, on va pouvoir coupler, par exemple, du Perplexity, qui fait pas mal de recherches sur Internet et qui est très fort sur ça. Et après, ça va être pas mal de mélange d'IA. Et en fait, la chose qui est importante, c'est d'utiliser la bonne IA pour le bon besoin derrière. Ok, hyper intéressant. Alors, Philippe, si jamais tu as une marque de crème anti-cerne, tu me le dis, je me suis couché un peu tard hier, effectivement. Je pensais pas que ça se verrait. De là à vouloir tricher avec un éclairage, c'est mort, je le ferai pas. J'assume mes 45 ans. Et ouais, je te souhaite, Philippe, d'être aussi jeune que moi. Ok, ensuite, tu as parlé donc d'IA et autres. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en gros, dans la partie digitale, quelles sont les erreurs, entre guillemets, ou les 2 erreurs classiques qu'on pourrait faire et qui pourraient tuer, en gros, le taux de réponse ou le taux de reach? Parce que pourquoi j'explique? Souvent, moi, je suis démarché. Je ne sais pas si c'est de l'IA ou pas. Quand c'est très, très bien fait, je ne le sais pas, mais je teste quand même. C'est quoi pour toi les signaux aujourd'hui? Tu te dis, vas-y, c'est de l'IA ou c'est clairement mort, quoi? Ouais. Alors, les choses où on s'est cramé direct, c'est déjà la chose qui n'est pas humaine. Quand vous écrivez un message, il faut que vous puissiez le lire à l'oral et vous pouvez vous dire dans votre tête, OK, j'aurais pu écrire ça. En fait, il y a certains autres marqueurs, ça va être le nombre de smileys qu'on voit. Mais la première chose, j'ai envie de dire, si vous lisez le texte et vous vous dites, OK, j'aurais pu l'écrire et j'aurais pu le dire à l'oral à quelqu'un pour le démarcher, c'est que ça fonctionne. Le message, il fonctionne dans ce cas-là. Ok. Et autre question, quand tu mets en place ça, donc dans tes séquences, que ce soit tes séquences de mail ou tes séquences LinkedIn, combien tu recommandes aujourd'hui d'étapes? Moi, j'aurais tendance à dire une première étape où je demande une mise en relation. Ensuite, tu fais combien de messages derrière? À partir de combien tu es lourd ou au contraire, tu n'es pas assez lourd, quoi? Ouais, c'est une bonne question. Merci. L'idée, ça va être de varier les canaux. Donc, ce qu'on conseille, c'est entre 5 à 8 touchpoints. Donc, qu'est-ce que c'est un touchpoint? C'est un point de contact. Donc, un touchpoint, ça peut être un email qui a été envoyé, ça peut être un ajout sur LinkedIn, ça peut être un message sur LinkedIn, ça peut être une visite de profil. Donc, ce qui est important, c'est d'en faire entre 5 à 8 et surtout après d'avoir ta grosse partie. Donc, quand ils ne nous répondent pas par mail et par LinkedIn, se dire que peut-être que le bon moyen, c'est aussi de les avoir par téléphone. Ok, parfait. Donc là, j'ai mis en place ma séquence avec l'IA, j'ai choisi les différents messages, j'ai choisi ensuite mon titre. C'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, ça va être en fait de venir préparer le call. Et comment est-ce qu'on prépare ce call? En fait, on vient scorer nos leads. Donc, et là, c'est là où c'est hyper important, c'est de se dire comment est-ce que je vais prioriser les leads que j'appelle.
Est-ce que toi, déjà, quand tu appelles les leads au téléphone, tu vois des différences entre des leads qui sont chauds et des leads qui sont pas chauds? Alors, je vais mettre un premier pied dans la porte. Que ça soit de lead band ou de l'outbound, pour moi, le call reste du call. C'est-à-dire qu'on dérange quelqu'un dans un moment où potentiellement il n'avait pas forcément attendu. Je vais faire la différence entre le fait de préchauffer et le fait de se rassurer. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec quelqu'un sur la partie call et la personne me dit, moi, je n'appelle pas avant d'envoyer un mail. Je pense en fait que, et c'est pour ça, entre guillemets, qu'on s'est associé, c'est que toi, tu couples à la fois du mail, à la fois du LinkedIn et à la fois du call. Quand je vends le service de prospection externalisé, je dis pas qu'on va d'abord faire du mail, puis ensuite du LinkedIn, puis ensuite du call. Je dis bien aux clients qu'on va avoir une stratégie d'attaque qui est multicanal et que le call en fait partie. Tu parlais de touchpoint tout à l'heure. Je pense que le call est un touchpoint comme un message LinkedIn, comme un message par mail. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que je ressens la différence? Ben, moi, perso, non. Si ça peut me rassurer, oui. En revanche, ce que je trouve génial, puisque quand on travaille ensemble, c'est qu'à partir du moment où tu me remontes avec ton fameux scoring, ce qu'on appelle un hot lead, là, je vois clairement la différence. Oui, bonjour, c'est Julien, Société X. Ah oui, mais vous m'avez envoyé un mail récemment. Et c'est là où je trouve que le truc est génial et qu'on arrive au bout du bout. C'est que plus on arrive à affiner le message, plus on arrive à affiner la cible. Moi, derrière, quand j'arrive avec du call, il n'y a presque plus qu'à se baisser pour un marché. Presque plus. Ok, c'est bien nuancé. Donc, le but, ça va être de scorer vos leads. Comment est-ce qu'on a un bon scoring et comment on le fait? Donc, il y a différentes manières. On peut mettre du score quand la personne ouvre. Et généralement, on va mettre un score moins important quand elle ouvre que quand elle clique. Ensuite, on va avoir les réponses. Et en plus de ça, on va venir qualifier la réponse. Est-ce que la réponse est positive ou est-ce que la réponse est négative? Et derrière ça, ce qu'on va faire, c'est réussir à créer un scoring sur 100. Et ça va nous permettre de préparer justement les hot leads. Donc, nous, ce qu'on appelle généralement les hot leads, c'est les gens qui répondent de manière positive. Les warm leads, c'est ceux qui vont plutôt émettre pas mal de signaux, mais qui ne vont pas aller jusqu'à la réponse. Et ça, c'est vraiment important de le différencier. Ma question ensuite, Julien, c'est comment est-ce que toi, tu fais du cold call? C'est quoi ton pitch? Est-ce que tu as des conseils sur le pitch et comment aborder le sujet? Ouais, tu disais parler de warm et hot. Donc, nous, c'est ce qui arrive dans nos bases quand Chloé nous envoie les leads derrière. Ce qui est vraiment important, c'est que je dis quoi qu'il arrive, quand je fais du call sur le pitch, peu importe, même s'il y a une réaction, ben en fait, ça veut dire qu'il y a eu un touch point, c'est-à-dire que la personne est consciente. Alors, hormis c'est pas du tout mon poste, arrêtez de m'appeler. Ça, c'est pas une réponse qui est cohérente. Mais en revanche, il peut y avoir potentiellement à un moment donné différents signaux. Donc, c'est à moi de le capter. Soit j'ai du contexte, à la fois la boîte, j'ai les réponses qu'il y a dans le mail. Oui, bonjour, on s'était vu au salon. Ah non, j'ai participé au salon. Ça, c'est hyper bien, ça peut me mettre du contexte. Quoi qu'il arrive, le contexte ne va changer que le début de mon pitch. Lorsque j'ouvre un pitch de call, et vous le voyez quand on le fait avec Arnaud dans le Call Club, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ouvre toujours mon call en disant « Bonjour, Julien, Société X » pour répondre à la question « Qui m'appelle ?» pour la personne en face. Si je vous appelle, ce n'est pas pour vous prendre du temps maintenant, c'est pour vous prendre un rendez-vous. Pourquoi il m'appelle? Là, ensuite, j'envoie ma phrase de contexte. Et donc, je me permets de vous contacter parce que vous avez été en échange avec. Je donne le nom du responsable dans les séquences de mail ou de LinkedIn que tu as fait et vous avez réagi et autres. Donc là, ça me permet de donner du contexte. Et ensuite, j'envoie systématiquement les bénéfices de ma solution puisque l'objectif d'un call, comme l'objectif de tes messages sur LinkedIn ou sur mail, c'est surtout pas de vendre une solution. Je ne le répéterai jamais assez. C'est de prendre un rendez-vous par téléphone. Donc, je reprends la structure. Bonjour, qui m'appelle? Julien de la société X. Pourquoi il m'appelle pour prendre un rendez-vous? Pourquoi est-ce que je dois l'écouter? Parce qu'avec ma société, ça va vous permettre de bénéfices. Et ensuite, je propose un créneau. Donc, voilà en gros la séquence que je respecte systématiquement. Ok, c'est top. Et ma question, c'est quand tu reçois des objections, quand la personne te dit « Ok, ça ne m'intéresse pas », comment est-ce que toi, tu arrives, par exemple, à les démonter ou comment ça se passe? Alors, je ne sais pas si j'arrive à les démonter toujours. J'aime bien le terme. En revanche, j'essaye toujours d'éviter l'objection. On n'est pas en rendez-vous, donc on ne va pas avoir le temps aujourd'hui de traiter une objection en call. Un call, c'est grosso modo 1 minute 30. Et pour traiter une objection, on est censé utiliser une méthode qui permet d'abord d'accepter, ensuite de reformuler, d'interroger la personne, d'essayer de construire ça en argumentation et ensuite d'y répondre. Donc, c'est un temps qui est beaucoup plus long. Ce que je recommande en call, une fois de plus, je n'ai pas la parole d'évangile, mais c'est ce que je conseille et ça marche avec moi, c'est j'accueille l'objection en disant « Ok, je comprends ». Et aujourd'hui, ensuite, on évite. Donc, tu parlais tout à l'heure d'une question de temps.
Bah, la personne aujourd'hui te dit j'ai pas le temps, bah, je comprends. L'idée, c'est de pas vous prendre du temps maintenant, c'était de prendre un rendez-vous d'eux. Donc, c'est trouver systématiquement une solution et d'orienter ensuite le prospect vers la prise de rendez-vous. Donc, j'ai pas le temps, ça tombe bien. L'idée, c'est de pas vous prendre du temps maintenant. Ce que je vous recommande, c'est un rendez-vous d'une vingtaine de minutes avec Chloé. Quand est-ce que vous avez une disponibilité, la semaine prochaine ou la semaine d'après? Donc, de toujours orienter le prospect vers plutôt une solution, à savoir prenons rendez-vous à un autre moment qui vous arrange parce que j'ai conscience aujourd'hui que je vous dérange. Et donc, pour un bref rappel, les 5 catégories d'objections, c'est l'argent, l'intérêt, la concurrence, le pouvoir et le temps. Ok, tu n'as pas de recette miracle pour chaque objection? Non. Okay. Enfin, celui qui vous vend une formation et qui a une recette miracle pour les objections, non. Je pose toujours en fait le client, enfin le prospect dans ses pompes. Quand toi, je t'appelle et que je te dis que tu n'as pas le temps ou en tout cas, tu es en train de faire un truc hyper important, je pars du principe que tu es sincère. Donc, si moi, je t'entends sincère en disant effectivement, je sens que c'est pas du tout le bon moment, je serai le pire des idiots de te dire, mais en fait, je m'en fiche complètement que tu n'aies pas le temps, prends mon rendez-vous. Non, je comprends, tu n'as pas le temps. L'idée, c'est de pas t'en prendre justement parce que j'ai conscience de prenons rendez-vous plus tard. Ok, je comprends. Et mon autre question, c'est une question qui revient souvent, c'est comment est-ce que tu places un rendez-vous et comment est-ce que tu le qualifies? Ça va être quoi un peu le discours par rapport à ça? Ouais. Donc, une fois que… Alors, en théorie, j'utilise tout le travail que tu as fait en amont sur la partie digitale et tout le travail que tu as fait… Du coup, excusez-moi, je lis les commentaires en même temps et je rigole du coup. Pardon, tu peux reposer ta question? Excuse-moi, Bien sûr. Je te demandais comment est-ce que tu qualifies les Oui, pardon, merci. avant de les envoyer? Excuse-moi. Donc, lorsque je reçois des leads de ta part, ils sont déjà préqualifiés. C'est-à-dire qu'en théorie, si jamais il y a eu une réponse ou en tout cas que la personne a été avec les fameux signaux d'achat dont tu parles tout à l'heure, et ben ça me permet moi de mon côté de rajouter du contexte. Donc, en théorie, il devrait être qualifié. Pour autant, j'aime demander aux clients avec qui on travaille, donc pour qui on passe des calls, des critères de ce qu'on appelle de disqualification pour s'assurer aujourd'hui que le rendez-vous qu'on positionne dans son agenda n'est pas un rendez-vous de curiosité. Quand bien même il y a un intérêt, parce qu'admettons, les messages que tu fais sont plutôt bien tournés, suscitent l'intérêt. Le pire qu'on peut avoir, c'est faire un rendez-vous pour un curieux, et dans ces cas-là, on peut perdre plein de minutes. Donc moi, ce que je recommande à la fin, c'est d'avoir en général la tournure de phrase une fois que le rendez-vous est bien entendu positionné, de dire, bah, écoutez, afin de bien préparer le rendez-vous avec X, j'ai 3 questions à vous poser, 4 questions, 5 questions. Au-delà de 5, après, ça commence à faire un peu beaucoup. Et admettons, on s'est mis d'accord, on voulait cibler un persona qui est un DRH dans l'univers de la pharmacie pour des boîtes de 500 salariés basées en France. Et bien, tout simplement, afin de préparer au mieux mon rendez-vous, j'ai 3 questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez me rappeler les effectifs de votre entreprise? Aujourd'hui, vous êtes bien DRH, d'accord, vous participez bien à la décision sur le sujet de X, ok, et vous êtes bien basé en France, ok. Bah, au vu de ce que vous venez de me dire, je vous confirme le rendez-vous à 10h30. Et donc, la question qui vient derrière, mais tu positionnes le rendez-vous et ensuite tu poses tes questions, la réponse est oui. Je veux m'assurer aujourd'hui que la personne a d'abord validé. Et ensuite, derrière, si jamais je pose mes questions de qualification et que je disqualifie cette personne, personne ne vous reprochera jamais de vous dire, écoutez, au vu de la réponse que vous venez de me dire, admettons, on avait dit 500 salariés et la personne dit, ah ben non, je suis toute seule avec mon associé. Ah, ben écoutez, au vu de ce que vous venez de me dire, il n'y a aucun intérêt à ce que vous preniez ce rendez-vous. On a peut-être été mal renseigné. Ce que je vous propose, c'est d'annuler le rendez-vous que je viens de vous envoyer. Et comme ça, tout le monde gagne du temps. Personne ne vous reprochera jamais de leur faire gagner du temps. Ok, ouais, c'est très clair. Bon, je savais déjà la réponse, mais… et comment tu fais quand il y a des no-shows, quand les gens ne viennent pas? Eh ben, je leur envoie des textos et je leur dis pourquoi. Je sais où tu habites, tu as intérêt à venir au rendez-vous. Ça, c'est la méthode 1 que je vous déconseille, bien sûr. Et c'est quoi le taux de réponse dessus? Le taux de réponse, c'est j'ai transmis votre téléphone à la police. Donc, malheureusement, ça répond bien, mais ce n'est pas la bonne réponse. Non, blague à part. La première des choses, c'est pour éviter le no-show, quand on travaille ensemble, la première, c'est qu'on va rappeler systématiquement le client dans la demi-journée qui précède le rendez-vous. J'ai rendez-vous le lundi matin, je rappelle le vendredi après-midi. J'ai rendez-vous le vendredi matin, vous l'avez compris, je rappelle le jeudi après-midi, ou j'appelle le jeudi après-midi, je rappelle le jeudi matin. Alors là, on peut se poser la question et se dire aujourd'hui, oui, non, mais attendez, est-ce que si jamais je rappelle, je ne multiplie pas les risques de no-show? La réponse est oui et non. La plupart du temps, les personnes, lorsque vous allez les engager parce que vous avez qualifié le rendez-vous, parce que la personne est dans le scope de ce que vous avez ciblé, la plupart du temps, lorsque vous allez les rappeler au bon souvenir et au contraire, ça va renforcer le lien pour montrer l'importance qu'on a au niveau du rendez-vous. Et inversement,
Si jamais la personne dit non, mais en fait, ça ne m'intéresse pas, vous avez toujours un lien avec elle pour la rattraper. Rien de pire que ne pas rappeler la personne, avoir le rendez-vous qui se pointe, finalement, le client nous dit « Hello, le prospect ne s'est pas pointé ». Ok, très bien. Et à ce moment-là, si le prospect ne s'est pas pointé, pour le rappeler, c'est sûr. Il y a de fortes chances qu'il vous ghoste et ça risque d'être difficile à rattraper. Donc, je ne peux que vous recommander de réchauffer, entre guillemets, de remettre tout simplement le lead dans sa responsabilité, mais également de lui rappeler au bon souvenir. Si on a pris le rendez-vous genre 10 jours avant, toujours agréable d'avoir un petit call en amont en disant « Vous vous souvenez, vous avez rendez-vous demain avec Chloé, vous allez parler prospection digitale et vous avez rendez-vous à 10h30. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les préparer en amont. » Point. Ok, très clair. Et est-ce que peut-être tu peux partager avec les gens qui nous regardent, vu que tu es expert, tes stats à toi pour savoir comment eux se positionnent et savoir à quel point toi, tu es bon et ça fonctionne et il ferait peut-être bien de faire appel à toi. Oui, ça va permettre de répondre à notre amie Fabienne qui dit « Je suis chef d'entreprise et après m'être épuisé en call, j'ai sous-traité une boîte qui fait de la prospection mail. Pourquoi pas reprendre le call ?» Alors, je te confirme, Fabienne, les stats sont les suivantes. Alors, je vais plutôt faire la question dans l'autre sens. Quel est le taux de réponse des mails qu'on envoie de façon globale à prise de rendez-vous? J'envoie combien de mails pour obtenir un rendez-vous? Alors, en termes de nombre de mails ou en nombre de contacts? En nombre de mails. Nombre de mails, on va dire qu'on va envoyer au minimum 3 mails par personne, 3 x 4, 12. On va dire 1200 mails. Et sur 1200 mails, on va peut-être avoir entre 40 entre 20 et 60 réponses. Ok. Sur 20 et 60 réponses, tu obtiens combien de rendez-vous? 50%. Ok. Donc, on est sur 10 rendez-vous pour 1200, en gros, mails. Le but n'est pas de savoir si le call est plus ou moins efficace. C'est qu'en complément des rendez-vous que Chloé n'aura pas réussi à prendre avec tout son système de rajouter de l'IA dans toute sa séquence et ensuite être capable de générer des messages qui ont du sens pour les personnes, le call va tout simplement être complémentaire. En revanche, si on est en frontal sur deux méthodes, Fabienne, mail versus call, je pense qu'aujourd'hui, après m'être épuisé en call, il est là le truc. C'est que le call ne sera pas moins épuisant qu'envoyer un mail. Parce qu'envoyer un mail, avec les séquences que tu fais, puisque je les connais, c'est souvent très clean. Et quand la personne clique sur poubelle, ça fait pas mal. Sauf que quand quelqu'un clique sur poubelle alors que tu es à l'autre bout du téléphone, c'est là où ça fait mal. Donc, en gros, les stats que je donne régulièrement, c'est que c'est pour un deal signé, en moyenne avec un taux de closing à 25%, il faudra donc 4 rendez-vous. Pour obtenir 4 rendez-vous, il va falloir en général 40 conversations. Et pour avoir 40 conversations, il va falloir passer environ 400 numérotations. Donc, en gros, la stat reste sur tous les moyens de prospection qui existent sur Terre. Le call reste en ratio le plus rentable, le plus efficace et le plus proche, en gros, du prospect. Malheureusement, on n'a pas forcément le temps parce que pour le coup, passer 400 calls, ce n'est pas aussi efficace ou efficient en termes de temps que d'envoyer tes 1200 mails. Et on va dire que je fais ma pub et ta pub forcément. C'est là où justement on a trouvé un système qui fonctionne bien. C'est que tout le temps que je n'ai pas à passer des calls peut-être aux 400, toi, tu vas me réduire ce temps-là parce qu'en amont, tu préchauffes, voire même tu présélectionnes parce que tu me dis non, appelle pas cela, appelle plutôt cela. Et à ce moment-là, je sais, grâce à tes séquences en amont, au-delà de rentrer et d'avoir un point de contact, je sais que ces personnes-là sont vraiment des leads qui pourraient avoir un intérêt pour moi. Donc, je vais maximiser mon temps passé en call et c'est là où je démultiplie l'efficacité. Toi, en amont, tu prépares le message, tu contactes, tu regardes les séquences d'achat. Et moi, j'ai plus qu'à derrière, pas à me baisser pour ramasser, mais j'ai des gens qui sont parfaitement dans ma cible. Donc, les stats, forcément, elles augmentent. Ok, très clair. Je réponds juste à une deuxième question. Il faut que je me remette au maths. Non, il faut que je me remette au maths. Donc, 50% de 30, ça fait 10. Non, elle avait dit entre 20 et 40 ou 20 et 50, je ne sais plus. T'es dur, Thomas. Effectivement, après, comme l'a gentiment dit Philippe, je me suis couché un petit peu tard, donc c'est pour ça que je ne suis pas très bon. On peut répondre aux questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre, comme ça on y répond. Qu'est-ce que tu dirais à Emric qui nous pose une question, effectivement? Est-ce que vous arrivez à gérer les situations où les bots de sécurité email simulent des ouvertures ou des clics? En fait, on le remarque parce qu'on a des outils qui le font. On le remarque. Comment est-ce que ça se passe? C'est des ouvertures très resserrées ou des clics très resserrés. Quand on voit qu'en moins d'une minute, il a cliqué sur 5 liens 10 fois, là, on sait que c'est un bot. Pareil pour les ouvertures.
Et ça, en fait, nos outils s'en prémunissent et le dédupliquent directement. Ok, hyper clair. Deuxièmement, notre ami Thomas, voilà, je sais pas si on va pouvoir l'afficher, il dirige TS Data et The Phoner. Ok, merci pour ta pub. Deux expertises complémentaires pour booster le développement commercial. The Phoner, c'est un filtre humain entre marketing et vente. Nous transformons vos leads. Ah ouais, d'accord, ok. Donc en fait, Thomas, tu as fait ta pub, parfait. Du coup, c'est bon, ça c'est fait. Ensuite, ça c'est intéressant. Arthur nous dit le call est top en termes de rendez-vous générés, mais comment faites-vous avec la nouvelle mise à jour Apple qui bloque les appels entrants? Gros sujet pour moi. Alors, tu le gardes pour toi et avec les autres personnes qui sont sur ce live. Arthur, aujourd'hui, je me marre parce que je pense qu'il y a eu un vrai développement du côté de Cupertino chez Google, parce qu'il n'y a pas que Apple qui a fait cette mise à jour. Effectivement, lorsque vous appelez et que le contact ne fait pas partie de vos contacts personnels ou privés, à ce moment-là, Apple a mis en place une barrière IA qui dit merci d'enregistrer votre nom et la raison de votre appel pour voir en gros si la personne en face va décrocher. Moi, ce que je recommande là-dedans, c'est de dire transcription incomplète. Donc, à partir du moment où vous dites transcription incomplète, ben, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura écrit transcription incomplète. Est-ce que ça marche? La réponse est non. Je pense que les personnes qui ont installé un filtre comme ça n'ont juste pas envie d'être dérangées. Donc oui, ça a marché une ou deux fois, mais c'est pas vraiment le truc qui fonctionne à mort. J'ai installé le truc et je réponds aux messages aux gens. Mais en fait, il faut que vous me disiez un peu le début. C'est-à-dire que si jamais ils me disent Patrick et après ils me baragouinent une boîte, je me dis ça va être intéressant, je réponds. Parce que c'est pas quelque chose de vivant. Le nom me dit quelque chose, tu vois, Patrick, je peux connaître. Tu vois, ça me dérange pas. Eh ben, hyper intéressant. On a donc le retour d'une utilisatrice de l'IA. Typiquement, comme quoi ce n'est pas dogmatique ce que je dis ou les réponses que je peux donner. Je recommande transcription incomplète, mais il peut y avoir également la possibilité, comme Chloé nous dit, d'être hyper impactant en disant salut, c'est Julien, j'ai la solution qui va vous permettre de gagner du temps. J'espère que vous allez décrocher. Alors, juste dire c'est Julien et après faire un petit bug en disant pas trop, on comprend pas trop. Je dis c'est Julien, je dois peut-être connaître Julien, je vais répondre. Ah, tu veux que je démarre un pitch sans terminer? Exactement, je veux que tu démarres un pitch sans terminer. Et là, why not? Et là, je réponds. Ok. Alors, Thibaut nous dit, est-ce que vous avez un avis IA? Ah, de là, attends. Bouge pas. Alors, Thomas est assez tranché dans sa façon d'enlever. Donc, Thibaut nous pose la question. Un avis sur les IA capables ou bientôt capables de faire du call? Alors, c'est ce que je dis. On m'a posé souvent la question. Comme ça, je vous raconte ma vie. J'ai été au forum des métiers de mes enfants en seconde. Et la plupart du temps, une des questions qui était posée par un enfant de seconde que j'ai trouvé extrêmement pertinente, qui était « Est-ce que votre métier va être remplacé par de l'IA ?» Je pense que non. Alors, d'abord, c'est une réponse de vieux, donc forcément, je n'ai pas envie que mon métier soit remplacé. Mais là où j'en suis encore plus convaincu, c'est qu'il y a un truc que l'IA ne sait pas faire, c'est les émotions. Et je pense que l'IA est capable de vous donner tout le contenu qu'on a fait. Il va vous résumer le call très bien. Mais sauf que l'interaction entre Chloé et moi et les questions, la façon dont on réagit aujourd'hui avec notre visage, Philippe trouve que je suis fatigué, Chloé rigole à mes blagues qui sont nazes. Bah, tout ça, en fait, l'IA n'est pas capable de le faire parce qu'elle va la restituer froide. Après, je vais laisser Chloé répondre sur cette partie. Moi, aujourd'hui, je pense que l'IA est capable d'aller vraiment très loin. Et quand c'est très bien fait, pour avoir essayé des solutions, notamment qui coachent en IA, c'est trop cool. Moi, ce que je fais en coaching, quand j'accompagne les personnes qui me disent « Est-ce que je peux regarder tes calls ?», je leur demande systématiquement le transcript vidéo également. Parce que je pense que le transcript vidéo, quand on voit l'expression de la personne en face, la réaction, c'est quelque chose qui, pour l'instant, il ne faut jamais dire jamais avec l'IA, mais que pour l'instant est très difficilement détectable de façon honnête avec une intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, pour le nombre de calls qu'on a reçus avec de l'IA, je pense que vous savez tous, il y a de la latence, les voix ne sont pas dingues et on le détecte tout de suite. Donc, je pense en revanche que vu la vitesse à laquelle ça va, je pense que pour des calls basiques, au même titre qu'on a une pare-feu qui dit merci de donner la raison de votre appel, on pourrait très bien avoir une IA qui dit bonjour, je suis une intelligence artificielle, j'appelle pour le compte de Julien. L'idée, c'est de prendre un rendez-vous. Est-ce que vous êtes OK pour? Et à ce moment-là, la personne dit bah pourquoi pas, et ça envoie le call. Je pense que ça, c'est une combinaison des deux. Je pense que c'est tout à fait envisageable. Mais je te laisse répondre. J'ai été trop long. Non, c'est très bien. Mais la question, c'était sur le call, mais je peux aussi également répondre sur la partie mail. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on va pouvoir préparer, trouver des idées avec de l'IA. Mais comme je le disais, l'IA
n'est pas encore 100% capable d'écrire comme un humain. Ou alors, on va toujours devoir voir bien ce qui se passe derrière. Et la meilleure méthode, c'est est-ce que le mail qui part, je pourrais le dire à l'oral? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais dire à quelqu'un auquel je suis en train de le pitcher? Ou alors, je vois que les phrases, elles sont à rallonge, elles font 3 lignes. Et là, c'est mort. Et là, on voit que c'est de l'IA. Ok. Tiens, ça c'est. Alors, il y a quelqu'un, donc Pierre Esco. Moi, j'ai une vraie question parce que pour le coup, elle n'était pas préparée. Je sais que tu fais de la prospe également par SMS ou par WhatsApp. Comment ça se passe concrètement? Comment tu prépares tes séquences et comment tu mets en place ça? En fait, par WhatsApp, on fait. Alors, pour répondre entièrement à la question, est-ce que le call, tu le fais par WhatsApp? Je ne fais pas le call par WhatsApp. En revanche, j'automatise des envois de messages par WhatsApp. Et ça fonctionne bien. C'est-à-dire que nous, on va le brancher aux outils directement. Et quand ils arrivent, on le fait généralement tout en bas de séquence parce que WhatsApp, il faut aller encore des volumes encore plus petits sur LinkedIn. Il faut être vraiment crescendo pour ne pas se faire bannir, etc. Et donc, du coup, on va envoyer, on va dire, au début, 1 à 2 WhatsApp par jour et on peut monter jusqu'à une trentaine de WhatsApp par jour. Donc, c'est quand même assez limité, mais on peut y aller doucement. Et derrière, en fait, c'est très humain et j'ai envie de dire, c'est aussi rapide que sur le call. Il faut être très court. Bonjour, je viens limite pour prendre un rendez-vous, voilà ce que je fais. En fait, c'est vraiment 2-3 lignes. C'est encore plus court que LinkedIn. Et le but, c'est vraiment de susciter de l'intérêt et qu'on puisse aller s'appeler derrière. Est-ce que je recommanderais le call par WhatsApp? Moi, je pense qu'il n'y a pas de barrière et ça répond directement à la question du dessus qui dit que le call est assez intrusif. Est-ce que vous avez des datas sur les impacts négatifs que cela peut générer? La réponse est pas du tout. Je n'ai pas et c'est toujours pareil. Hein. D'abord, je supporte pas, je pense comme vous, le call à 19h d'un mec qui vous dit bonjour. Aujourd'hui, avec le truc gouvernemental, vous avez 50% de remise sur les doubles vitrages. Bon, next, ok, très bien. Ma question était juste aujourd'hui, si jamais ça continue, ça effectivement, c'est un impact négatif. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire aujourd'hui que si jamais ça ne marchait pas, les boîtes, elles arrêteraient. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, le call est intrusif? La réponse est oui. Mais si on regarde tous dans notre agenda, dans notre téléphone, parmi les 1000 derniers calls, combien vous en avez eu de call? Bah, c'est pas tant que ça en fait. C'est extrêmement énervant parce que c'est toujours au même moment et que c'est toujours aussi mal fait. Je suis 100% d'accord avec vous. Sauf par toi. Ça, je ne sais pas si c'est mal fait par moi ou bien fait, mais en revanche, c'est vraiment pénible. En revanche, l'impact négatif aujourd'hui le sera. Je dis 2 choses qui sont fondamentales quand tu fais du call, Paul, c'est de dire tout simplement 1, soigner son entrée et 2, soigner sa sortie. À partir du moment où je représente une boîte, la personne a le droit de ne pas être d'accord avec le call qu'on fait. Donc, je comprends tout à fait. Ce n'est pas le bon moment. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Et c'est aussi simple que ça. C'est peut-être ce qui va manquer parce que la plupart du temps, quand moi, je me fais call par des boîtes où ce n'est pas très bien fait, bah, tu en commences à dire en disant non, mais en fait, madame, j'en ai pas envie. Il raccroche sans même dire au revoir. Ça laisse une image pourrie. J'ai fait du call récemment pour une grande société qui prend des rendez-vous pour des médecins, dont je tairai le nom parce qu'on est sur service public, donc on ne peut pas faire de pub. Et la plupart du temps, les personnes, je leur ai dit, attention, vous représentez une grande marque, peut-être qu'il y a un passif ou pas, mais en tout cas, ce que vous ne pouvez pas vous économiser, c'est de faire le mea culpa ou de vous présenter en évitant de dire, bah, c'est nous, tout le monde nous connaît. Et bien, rien que le fait de changer ça change l'image de la boîte et moi, j'ai été systématiquement bien accueilli. Donc, en fait, ce qui est vraiment important pour moi, c'est soigner son entrée, soigner sa sortie. Malheureusement, les datas sur les impacts négatifs, bah, celles-là, je les ai pas. Et je peux peut-être rajouter juste quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez, si je vous prenais les 4-5 derniers calls que vous avez reçus, des boîtes qui vous ont appelé? Généralement, ça ne nous marque pas, en tout cas, je trouve, les noms des boîtes. On ne les retient pas. On a l'impression, nous, parce que c'est nous qui passons les appels, mais en fait, en tant que prospect derrière, tu ne te souviens jamais de la boîte qui t'a appelé. Je suis d'accord. Voilà. Quentin nous dit, c'est le genre de séquence mail plus call que vous arrivez à appliquer à tout type de prospect, GMS, national, régional, TPE, PME. Oui, en fait, dès qu'on peut trouver un email, dès qu'on arrive à avoir, enfin, peu importe, on peut tout faire, il n'y a pas de problème. En revanche, c'est en B2B. Exactement. Du coup, Quentin, si jamais tu peux préciser ta question, le persona, en fait, c'est ce que je dis aujourd'hui, quand on fait du call et qu'on fait des appels de prospection, qu'on fait du mail avec Chloé ou du LinkedIn, la personne en face, il n'y a aucun problème, peu importe la personne qu'on a en face. En revanche,
Quand on va attaquer du DRH, beaucoup plus simple de le trouver sur LinkedIn avec des personnes qui sont souvent extrêmement curieuses, qui vont voir beaucoup de choses, qui sont abonnées à beaucoup de groupes. Donc, ça nous permet de nous raccrocher à ça. Si jamais demain, on doit attaquer, et j'espère qu'il y en a plein qui nous regardent, nos amis, par exemple, DSI, la plupart du temps, ils n'ont jamais plus de 80 connexions sur LinkedIn parce qu'ils connaissent les risques d'exposition sur cette plateforme. En plus de ça, c'est leur métier de faire attention et à protéger leur architecture. Donc, résultat des courses, ils n'ont pas de 06 présent. Et quand ils en ont un, eh ben, ils nous accueillent parce qu'ils voient très bien qui on est. Est-ce que c'est plus dur? La réponse est oui. En revanche, est-ce que les séquences doivent être tournées pareil et accueillir en fait ce reach un petit peu moins fort? Oui, la réponse est oui. Et ça marche tout aussi bien. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Ouais, tu parlais. Donc, B2C, B2B et B2C. Si le B2C, les listes de prospects récupérées via Grok sont confrontées à Blocktel avant appel. Et pour le B2B, les listes générées via Grok en passant par LinkedIn ne permettent pas de distinguer le tel pro et tel perso. Oui, effectivement. Enfin, je t'en prie si tu veux répondre. Allez, je commence un petit peu. Déjà, sur la partie B2C, on fait pas d'appel sur le B2C. C'est pas quelque chose qu'on fait. Donc, nous, on travaille déjà, on va prendre que la deuxième partie de ta question qui est sur la partie B2B. Généré via Grok, en passant par LinkedIn, on ne sait pas si c'est du pro ou du perso. Effectivement, c'est un peu le risque. On ne sait jamais si c'est du pro ou du perso. On essaye toujours d'enrichir des numéros pro, mais on ne peut vraiment jamais réellement savoir. En revanche, quand on est sur du perso et que la personne nous dit, bah voilà, vous êtes sur le numéro perso, je te laisse reprendre la suite parce que c'est ta partie sur la tutelle. Si jamais aujourd'hui on tombe sur le numéro perso, d'abord, nous n'avons pas les mêmes restrictions en B2B qu'en B2C. En B2B, vous pouvez appeler quand vous voulez. Effectivement, la dernière loi qui est passée, c'est pour arrêter de harceler les particuliers. Et donc, c'est appel forcément d'un fixe, pardonnez-moi, type 01 ou autre. Appel entre 10h et midi et 14h et 16h, si je ne dis pas de bêtises. En revanche, le point majeur, c'est une fois de plus de bien écouter l'objection. Est-ce que vous avez conscience aujourd'hui que vous m'appelez sur mon numéro perso? La première des choses que je dis, c'est « je suis désolé, je ne peux pas faire le distinguo comme c'est dit dans ta question ». Donc, la première des choses que je vais faire, c'est supprimer le numéro de ma base. Est-ce qu'à tout hasard, je pourrais vous joindre sur un numéro pro? Et à ce moment-là, je renseigne un numéro pro. Et ensuite, derrière, c'est poser la question, est-ce que vous souhaitez qu'on continue le call sur ce numéro ou vous voulez que je vous rappelle sur l'autre? Et là, 95% du temps, les gens disent, avant d'avoir accroché, non, bon, allez-y, maintenant qu'on y est, on peut y aller. La deuxième chose que je dis, je suis vraiment désolé et je suis sincère quand je le dis. Quand moi, on m'appelle également, alors moi, il se trouve que j'ai qu'un numéro, mais qu'on m'appelle pour du pro alors qu'on essaye de prendre l'angle perso, ça me gonfle. Donc, c'est se mettre tout simplement dans les pompes de la personne en face. Comme l'a dit très justement Chloé, c'est relou de se prendre un call en plus mal fait. Donc, on peut avoir le droit tout simplement d'entendre la personne en face vous dire c'est mon numéro perso, ça me saoule, c'est le 20e de la journée. C'est pas grave. 400 numérotations pour avoir 40 conversations, ça fait partie des 360 que vous n'aurez pas au téléphone et avec qui vous n'aurez pas de rendez-vous. Je crois qu'on a une petite question sur elle. Oui, j'essaye de l'enlever, pardon. C'est au-dessus. Des idées pour… Ah oui, pardon. Des idées pour mieux cibler les restaurateurs. Oui. En fait, c'est une cible qu'on adresse déjà les restaurateurs. Déjà, il faut savoir que on va mélanger à la fois le mail. Il y en a un petit peu qui sont présents sur LinkedIn et ça fonctionne et ils répondent parfois sur LinkedIn. On a été surpris, mais en tout cas, ils sont là. Et on fait du WhatsApp et après, on peut faire du call, évidemment. Comment est-ce qu'on les cible? On va faire du Google Maps. La grosse problématique, en fait, des restaurateurs sur Instagram, c'est qu'on ne va pas être en capacité de savoir qui est la personne derrière. Parce que quand on cible Instagram, c'est souvent des pseudos, c'est pas forcément des noms d'entreprise ou quoi que ce soit. Donc, on va recommander plutôt d'aller trouver des choses soit sur Google Maps, soit sur des bases libres, des bases gouvernementales, soit un petit peu également qui existent sur LinkedIn. Je ne sais pas si tu veux compléter la réponse. Le seul truc que je vais dire pour toi, Manon, c'est que les restaurateurs, s'il y a bien quelque chose qui… Alors, on dit souvent qu'il n'y a pas de meilleur moment pour coller. En revanche, il y a des mauvais moments pour coller. Pour avoir tenté notre chance dans le call club notamment, quand on appelle des gens dans la restauration, on va éviter le créneau 11h30, 15h. On est en plein coup de feu. Soit on les dérange pendant leur pré-repas, donc vous savez qu'ils déjeunent souvent plus tôt pour ensuite assurer le service derrière. Soit on est carrément en plein coup de feu et là, c'est tout sauf disponible. Donc, il vaut mieux éviter le créneau 11h30, 15h. Après, pour les restaurateurs…
Moi, j'ai tendance à dérouler Google Maps et si jamais je veux l'ensemble des restaurants libanais de la ville de Toulouse, ben, je mets restaurant libanais Toulouse et je vais sur Instant Data Scrapper et je fais du 01 et j'en vends. Parce que eux, pour le coup, ils répondent. On peut peut-être, il est quelle heure? Il est 12h11 et je ne sais pas s'il y a encore des questions. Avez-vous, Nadine Belgacem, merci pour ta question. Avez-vous déjà prospecté avec l'outil TamTam? J'en ai déjà entendu parler. Ça permet de faire des bases de données. Je n'ai pas forcément de retour à donner dessus parce que je ne l'utilise pas au quotidien, mais j'en ai déjà entendu parler. Ok, alors moi je suis né en 80, donc le TamTam, c'est un petit outil qui a été développé à l'époque par Itineris et qui permettait d'envoyer des messages textes voilà, à tous les gens qui me comprennent. Et comme ça, je ne me sentirais pas tout seul vieux dans ce live parce que Chloé a 14 ans. Mathieu nous dit, j'accompagne les futurs entrepreneurs dans le montage de leur société. Le problème, c'est qu'il est impossible de faire du mailing ou du call. Je travaille aujourd'hui uniquement par bouche à oreille, mais je me demande s'il n'y a pas un canal intéressant à travailler, hormis les ads. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire du mailing sur ces personnes-là ou du call, pour bien comprendre? Pour moi, il n'y a pas tellement de sujets. On peut d'ailleurs, grâce à la base Sirène, tu les aides à monter leur société complètement depuis zéro. Donc, l'idée, ça va être plutôt de capter des signaux d'achat et des signaux d'intérêt intéressants, je pense, pour cette personne-là. Et ça va être quoi les types de signaux? Ça va être des gens qui vont regarder des webinaires sur comment est-ce qu'on monte sa société. Ça va être des gens qui vont le commenter, liker des posts sur ces sujets-là. Donc, en fait, toi, aujourd'hui, je pense que tu n'as pas d'autre choix que de passer par des signaux avec des gens qui n'ont pas encore, en tout cas, de vraies sociétés ou quoi que ce soit, mais qui sont en train de se renseigner par rapport à ça. Autre possibilité, tu peux également créer des signaux quand il n'y en a pas assez, c'est-à-dire faire tes propres webinaires, faire tes propres posts aussi, et après, derrière, les retargeter par mail et par LinkedIn. Parfait. Juste sur la partie futurs entrepreneurs dans le montage de la société. Alors, on a parlé de multicanal, rien à voir. Il y a aussi la possibilité de faire du physique. C'est-à-dire que Chloé avant était pensionnaire de Station F. Je pense que c'est une bonne façon lorsqu'il y a des rencontres ou qu'il y a des salons. C'est aussi l'occasion de multiplier les fameux touch points dont parlait Chloé. Et en général, ces personnes sont souvent très, très à l'affût de différents signaux qu'il peut y avoir dans l'écosystème. Et donc, souvent, des personnes qui likent beaucoup de commentaires ou autres, ça peut être pas mal. Je voulais remercier David et Sébastien pour m'avoir dit qu'il y en a un qui avait un tam-tam en 96 et Sébastien avait un tatou. Effectivement, c'était l'autre. Et votre tribu garde le contact avec vous, Sébastien. LinkedIn User nous dit, est-ce que tu as une idée, Chloé, et après on prendra une dernière question pour la granulation, à savoir la transformation des déchets. Oh la vache, le call ne fonctionne pas et ça attire les curieux. Closé et les leads de qualité, c'est rare de les avoir. Wow. Ouais. Allez, vas-y, champion. Alors, très précisément, il faudra que j'aurais besoin de savoir un peu plus sur qui est ta cible, les problématiques, etc. derrière. Mais je vais te dire que ça va exactement être la même chose et la même manière, le même process. Ça va dire capter les signaux, les gens qui s'intéressent à ces méthodes-là. Donc, c'est pas des curieux, c'est des gens qui sont déjà dans des recherches de process ou de manière de faire. Et en fait, après, derrière, d'aller rentrer en contact avec eux, leur envoyer des mails, leur envoyer des LinkedIn et de faire du call derrière. Donc, c'est vraiment capter le signal qui va vraiment pouvoir changer cette partie-là d'empêcher les curieux. Ok, il est l'heure. On avait dit 45 minutes, c'est ça? On dépasse pas? C'est toi qui... Comme tu veux. Non, on peut donner un petit peu de rab. Ok, on peut donner un peu de rab. Alors, pouvons-nous avoir un exemple de call? Sébastien, elle va pas être contente, Chloé, mais du coup, parce que c'est son live, si tu viens demain à 11h sur mon profil, potentiellement, il y aura 2-3 exemples de call, puisqu'on est en call club avec Arnaud. Une émission où justement on parle des calls en direct et on va appeler pour une boîte qui fait de la crème à base de lin bio. Je te raconte pas comment je maîtrise le sujet. Mais peut-être que Philippe, qui souhaitait que je mette de la crème anti-cerne, pourra me renseigner. Selon toi, un SDR doit passer combien de calls par semaine? Moi, je pense qu'entre 60 et 100 par jour, c'est bien. Je pense que c'est indispensable. Alors, j'ouvre une micro-parenthèse parce que c'est important, c'est en termes de philosophie. C'est un job qui est extrêmement usant. Moi, quand je fais du call, j'arrive à en faire à haute dose pendant 20 minutes parce qu'en fait, pendant 20 minutes, je donne tout ce que j'ai. En revanche, si jamais dans les organisations aujourd'hui, il y a des SDR qui ne font que ça, c'est hyper usant et on peut forcément leur demander un peu moins. Et donc, résultat des courses, la question, c'est quelle est la bonne dose
avec lequel je suis le plus efficace. Si jamais demain, tu demandes à ton SDR de faire 60 ou 100 calls par semaine, ça veut dire que potentiellement, le reach, il est plutôt faible à 100 et il est plutôt haut à 60. C'est plutôt combien de rendez-vous tu lui demandes. En tout cas, c'est ce que je vous recommande. Dans le coaching de vos gars, plus vous allez leur demander un nombre de calls, plus c'est de la bâtonnite et on va vérifier. Je pourrais demander potentiellement à Chloé, dans le cadre de notre collaboration, je peux savoir combien de mails tu as envoyé? Et ben, elle va me dire, je t'en ai envoyé 10 000. OK, mais si j'ai eu 0 réponse et 0 hot lead, ce qui n'arrive pas heureusement, et ben auquel cas, ça ne marche pas. Pour le SDR, c'est exactement la même chose. Focussez-vous plutôt sur les résultats et ensuite par la porte ou par la fenêtre. Aujourd'hui, nous, on fait appel à des SDR. Il y a des mecs qui sont plus efficaces que d'autres, mais ça dépend du moment de la journée, de la cible, le pitch, la façon dont il le fait. Et il y a des moments, ça tombe tout le temps et des moments, ça tombe moins. Donc, focussez-vous sur le rendez-vous. C'est plutôt une bonne façon de les accompagner. Parfait. Merci, c'était sympa. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, tu peux retrouver directement le replay sur mon profil quand tu vas y retourner, ou je pense également sur celui de Julien. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le lien restera là. Dès qu'on va le couper, tu vas pouvoir recommencer la vidéo de zéro si tu as envie. Trop bien. Plein de fois. Il y a une question majeure et je pense qu'on va terminer avec celle-là. Ok. Chloé, c'est quoi ton secret pour ce sourire? C'est de l'IA? Non, c'est un super orthodontiste. Ah, c'est un super. C'est exactement, je pense qu'on peut pas mieux conclure là-dedans. Et ça va aller pour Chloé. Et ensuite, je te laisserai le mot de la fin. Je pense que le sourire qui a accroché sur la tronche de Chloé, ça va être votre meilleure arme que ne peut pas faire l'IA lorsqu'elle va appeler pour mon côté. Donc, en fait, plus on va sourire, plus on va exagérer, meilleur le ressenti sera en face pour la personne. Donc, la question n'est pas tant de savoir si c'est IA ou call pour ma part. C'est forcément IA et call. Et je suis accompagné de Chloé qui gère ça parce que moi, je suis une quiche. Mis à part faire des photos sur Nano Banana, je suis pas très bon en IA. Mais en revanche, quand on est bien équipé et que c'est bien fait, ça reste encore… il y a encore plein de défauts. On peut en trouver plein de défauts à l'IA, effectivement. Mais quand c'est bien fait, bien accompagné, ça fait gagner du temps. Ça rend les messages pas agressifs, mais surtout, ça rend les messages ciblés et ça vous aide dans le call. Voilà pour moi. Merci, Julien. Bon, du coup, pour conclure ce live, ce qu'on peut vous dire, c'est que si jamais vous avez envie d'en savoir plus et comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi ou avec Julien. Donc, j'ai mon lien sur mon profil. Julien, il est où ton lien à toi? Il est sur mon profil. Il est sur son profil aussi, LinkedIn. Donc, vous pouvez laisser sur nos profils. Soit on va pouvoir le mettre également en commentaire. Est-ce que j'ai le lien? Oui. Est-ce que je peux mettre un commentaire? Je vais regarder. Non, tu n'as pas le droit, toi. J'ai pas le droit. Mais moi, je peux en mettre un. Mais Julien peut mettre le lien. Donc, tu peux mettre le lien de ton agenda. Et comme ça, si jamais vous avez d'autres questions, vous voulez en savoir plus sur comment est-ce que potentiellement on peut vous accompagner. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés. Vous prenez rendez-vous avec nous. On viendra soit Julien, soit moi, soit tous les deux. Et on sera ravis d'échanger avec vous. Voilà, du coup, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. C'était trop cool. Merci beaucoup, Chloé, pour l'invitation. Merci, Julien. À bientôt. Allez, salut!